commencer avec Clotilde Palaillé, qui est la fondatrice de l'Aromathèque. Et avec vous, on va aborder la question de la maladie de Lyme, si vous voulez bien. Et on écoute Frédéric de Villeurbanne. Bonjour, Frédéric Morel, Villeurbanne. Je voudrais savoir comment peut-on éviter la maladie de Lyme, car je suis souvent avec ma jument et puis dans l'herbe. Merci, bonne journée, au revoir. Merci à vous Frédéric. Alors on dit Lyme, bon Lyme, on comprend tous de quoi on parle. On en parle beaucoup d'ailleurs de cette maladie. C'est quoi exactement? La maladie de Lyme, alors même aujourd'hui en fait on devrait parler de maladie vectorielle à tique, puisque donc cet acarien, la tique, va transmettre par morsure différents pathogènes. Donc c'est vrai, on parle principalement en fait pour la maladie de Lyme, on pense à une bactérie, une spirochète exactement, qui s'appelle la Borrelie, qui est une cousine de la syphilis, hein, en fait, il faut le savoir. Mais en fait, la tique ne va pas transmettre que la Borrelie, elle va transmettre aussi d'autres pathogènes. Et ça, c'est quelque chose qui est en fait un peu méconnu et il faut absolument en fait en parler. Et voilà. On va regarder un petit magnéto justement sur ce sujet. Attention, devinette. Je suis un parasite qui aime la chair fraîche. Mon nom est identique à celui du bruit d'une montre et représente aussi des mouvements compulsifs surprenants. Je suis une tique, évidemment. Bravo. Les tiques sont des acariens dits de grande taille, mais de quelques millimètres seulement. Leur activité principale est de se loger chez les mammifères qu'ils croisent, dont vous, pour sucer votre sang. Mais ces petits vampires ne sont pas toujours inoffensifs. Certains sont infectés par une bactérie et peuvent transmettre la maladie de Lyme, appelée aussi borréliose de Lyme. En France, la majorité des contaminations surviennent entre mars et septembre, en pleine nature. Autant des copains, des balades en forêt et de la saison des barbecues en short et en claquettes. Un vrai petit coin de paradis pour ces bestioles. Une fois mordu par une tique infectée, les premiers symptômes apparaissent dans les 30 jours sous la forme d'une plaque rouge et ronde, parfois accompagnée de fièvre, de frissons, de fatigue, de maux de tête ou encore de douleurs articulaires. Bref, une bonne sensation d'état grippal. Et si le diagnostic est compliqué à poser, des examens sanguins vous permettront d'accéder aux antibiotiques adaptés pour oublier votre mésaventure. Attention, sans traitement, de sérieux problèmes neurologiques ou d'articulation peuvent faire leur apparition longtemps après. Difficile de faire le lien avec la tique squatteuse, mais sachez qu'il existe une liste de 46 symptômes liés à la maladie de Lyme. Si on en repère 15, on vous prendra au sérieux. Mais rassurez-vous, cette maladie infectieuse n'est pas contagieuse, donc inutile de vivre en quarantaine. En revanche, pour sortir serein, sortez couvert, même en été. Alors, rester couvert en été, c'est bien gentil, mais c'est justement la période durant laquelle on aime bien être en t-shirt et en short. Alors, Clotilde Palaillé, est-ce qu'il y a d'autres façons de se protéger de la maladie de Lyme que de se couvrir intégralement? Est-ce qu'il y a des répulsifs, par exemple? On pense au collier anti-tique. Oui, alors pour nous, on va éviter le collier anti-tique. Mais... Ou alors avec quelques petits brillants. Autour des chevilles. Non, mais l'idée est là, en tout cas. La meilleure protection va rester les vêtements, évidemment, les protections, on va dire, mécaniques. Vêtements longs, mettre des chaussures, des vêtements plutôt clairs pour pouvoir voir les tiques plus facilement. Mais en effet, on va utiliser des répulsifs. En fait, plus on aura de barrières, mieux ce sera. Et en répulsif naturel, parce que vous avez les répulsifs classiques, mais en naturel, puis, étant spécialisé en aromathérapie, en thérapeutique naturelle, vous pouvez refaire par exemple un mélange avec un hydrolat de girofle, en mettant 5 à 10% d'huile essentielle avec une synergie de titri, de citronnelle de java et de géranium. Et ici, c'est une synergie que vous pouvez pulvériser sur la peau et pour les personnes qui craindraient les huiles essentielles, sur les tissus tout simplement. D'en remettre régulièrement, mais c'est une bonne protection. Karine a bien noté, et ce qu'on a surtout compris, c'est qu'on multiplie les protections. Oui. On est plus sûr, donc barrière mécanique, les vêtements et les répulsifs. Les répulsifs. Une question peut-être bête, mais ce petit hydrolat, cette petite préparation, c'est valable aussi pour les moustiques, ça les éloigne? Tout à fait. Ah bah très bien, d'une pierre deux coups, comme on dit. Tout à fait, les huiles essentielles ne sont pas sectaires ici, ça fera... Parfait. Est-ce que c'est une maladie qui progresse géographiquement? Alors géographiquement, c'est certain, oui, il y a une réelle évolution. Le docteur Horowitz, qui est un des spécialistes de la maladie de Lyme aux États-Unis, qui est le fondateur de Lylights, donc vraiment la société spécialisée en fait dans la maladie de Lyme et les co-infections aux États-Unis, indique que c'est la maladie vectorielle la plus endémique, la plus importante en fait aujourd'hui. Donc elle progresse très vite. Elle progresse très vite. Et puis il y a une évolution en fait des tiques qui sont de plus en plus résistantes.
qui s'adaptent de plus en plus. Et au niveau géographique, là où avant on avait des zones assez sectorisées, c'est plus le cas aujourd'hui. Donc même en France, avant il y avait l'Alsace-Lorraine ou certaines régions qui étaient plus connues pour les tiques, et aujourd'hui en fait il n'y a plus aucune région de France qui soit en fait sans risque. Et est-ce qu'on peut dire que la nôtre est particulièrement touchée ou pas? Oui, ou comme plutôt. les autres? Ah bon? Plutôt Plus que les autres. Vous allez nous mettre le moral par terre avant l'été. Ça s'explique comment? Alors, dans cette évolution de la tique, alors déjà elle est très résistante, 5 degrés à 25 degrés, elle s'adapte très bien en fait au froid et même au sec. On pense souvent en fait que les régions sèches vont limiter les tiques, mais c'est plus le cas. Elles peuvent vraiment persister très très longtemps. Et on considère que ça fait partie en fait des maladies du XXIe siècle qui vont avec malheureusement en fait l'évolution du climat et de bien prendre conscience de ça en fait, le réchauffement climatique. Il y a aussi en fait des évolutions au niveau de la santé, des pathologies en fait émergentes. Et c'est le cas entre autres dans les maladies vectorielles. Du coup, est-ce qu'il y a des endroits ou des activités qui augmentent considérablement le risque de se faire piquer? Voilà, donc ce qui est intéressant là aussi, c'est que jusqu'il y a quelques années, on pensait que c'était une maladie professionnelle pour les forestiers et que la tique était uniquement exclusive aux bois, buissons, forêts, etc. C'est plus le cas du tout en fait aujourd'hui. Plus d'un tiers en fait des morsures de tiques ont lieu dans les jardins et parcs publics. Donc en fait, c'est aussi bien aujourd'hui des tiques en milieu citadin que en milieu forestier. Ouais, on prend des risques partout. En fait, c'est partout, c'est tout le temps, mais autant en ville en fait qu'à l'extérieur. Donc c'est un pique-nique, c'est aller jouer au golf, mais c'est juste faire du jardinage, des choses comme ça. Il y a plus de 300 espèces animales qui sont des réservoirs pour les tiques, y compris vos animaux domestiques. Les les chiens, les chats. Les chiens, les chats. Mais du coup, c'est les mêmes, les tiques Oui. qu'il y a sur nos petits toutous, par exemple. C'est le même animal. Exactement. Tout à fait. Ils sont porteurs, ils sont au réservoir. L'homme, en fait, est plutôt n'est pas réservoir. C'est un autre passager. Oui. Mais du coup, voilà, on va être impacté par la maladie. Mais ça veut dire quoi être réservoir exactement? Alors réservoir, ça veut dire que ici, en fait, les tiques vont laisser des pathogènes en fait dans ces espèces animales et à chaque fois qu'elles vont mordre, elles vont se recontaminer. Ils sont réservoirs en fait pour les différents pathogènes que la tique va absorber lors de son repas sanguin. Et nous, quand elle va nous mordre, eh bien, elle va nous transmettre les différents pathogènes. Ce qui est important de préciser, c'est qu'il y a les tiques, mais en fait, il n'y a pas que les tiques. Il y a d'autres insectes aussi qui peuvent transmettre. En fait, il y a aussi les tans, les araignées et apparemment certains moustiques qui transmettent la maladie de Lyme. Oui. Voilà. Ah bon? Alors, maladie vectorielle à la tique. Voilà, tout à fait. Alors, il y a un instant, vous disiez que le climat sec n'était plus une garantie contre les tiques. Non. Est-ce qu'il y a quand même des périodes de l'année où on prend davantage de risques de se faire piquer? Est-ce qu'en hiver, on est plus à l'abri ou pas? Pareil, évolution climatique. Donc avant, on disait en effet de mars à septembre, c'est quand même là où il y a un pic, clairement. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est toute l'année. Vous pouvez aussi vous faire piquer en hiver. Et puis, en fait, quand on dit que c'est que la zone tempérée, donc ça couvre tous les États-Unis, l'Europe, la Russie, enfin voilà, toute la zone tempérée. Mais c'est juste que, en fait, il y a d'autres tiques dans des zones chaudes. Donc, en fait, quand on parle de la zone tempérée, c'est uniquement pour l'espèce de tique de notre région tempérée. Ah, il y a d'autres espèces qui sévissent ailleurs, exactement, donc dans d'autres zones climatiques. C'est très sympathique ce matin. Oui, mais c'est mignon comme tout, je trouve, ces petites bêtes. Bon, on se fait piquer. Paf, il est trop tard. Pour se protéger, on a compris qu'il fallait être si on mal protégé, de la tête aux pieds. Quels sont les remèdes les plus efficaces? Alors, c'est très important, en fait. C'est que se protéger, il ne faut pas rentrer dans de la panique et de la paranoïa totale. Oui. Ça va être très difficile de se protéger. Je pense que là où on va acquérir le plus d'autonomie et de protection, c'est dans le savoir. Savoir que la maladie existe, savoir la reconnaître, savoir observer, avoir conscience des choses. Et si on est chacun beaucoup mieux éduqué sur la maladie, en fait, ça sera une des meilleures protections. Donc, déjà les protections, on va dire, dans l'examen, parce qu'il n'y a pas toujours d'érythème migrant. Dans un tiers des cas, il ne va pas y avoir en fait d'érythème migrant. Puis des fois, vous faites piquer, mais vous ne voyez pas en fait la tique parce que c'est une nymphe ou une larve, c'est très petit. Et puis des fois, c'est caché au niveau du cuir chevelu, donc on ne les voit pas. Donc, ce qu'il faut toujours savoir quand vous rentrez d'une balade, etc., c'est l'observation, on va dire, de symptômes. Donc les symptômes pseudo-grippaux dont vous parliez dans le reportage. Voilà, alors il n'y a pas tout le temps de la fièvre, mais il va y avoir une fatigue, des douleurs, un syndrome polyalgique. Des douleurs musculaires, comme des courbatures? Exactement, et articulaires éventuellement. Puis il peut y avoir déjà en fait certains symptômes neurologiques comme une impression de brouillard mental. Ah oui. Et ça assez rapidement après la piqûre?
Alors, ça peut être, en effet, on dit jusqu'à 30 jours, mais dans les semaines, mais voire mois qui suivent. Hein, parce que on parle beaucoup en France de la maladie de Lyme comme, en fait, uniquement la forme première, c'est-à-dire quand on se fait piquer. Mais ce dont il faut absolument parler aujourd'hui, c'est des formes chroniques. Forme chronique, en fait, qui est tout à fait validée et reconnue aux États-Unis, dans d'autres pays d'Europe, en Allemagne. Et où en France, en effet, il y a une certaine polémique. Oui, effectivement, il y a une polémique autour du diagnostic. On a dit que de nombreuses personnes avaient été diagnostiquées maladie de Lyme et en fait ne l'avaient pas. Et inversement, on a du mal à la diagnostiquer. Et c'est très important que le diagnostic soit posé très tôt. Alors, il y a différentes choses ici. Alors, la polémique, elle est un peu sur le diagnostic, mais j'ai envie de dire, là, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a compris qu'en effet, il y avait des problématiques de sensibilité, de pertinence, en fait, des différentes sérologies, donc ELISA et Western blot, qui ont des sensibilités environ que de 60%. Donc, il peut y avoir des faux négatifs, en effet. Mais au-delà, en fait, de ces problématiques de diagnostic, la vraie polémique, elle est sur la reconnaissance de formes évolutives et chronique. Et alors que l'année dernière, en 2018, il y a vraiment eu des avancées. Hein. La Haute Autorité de Santé a enfin reconnu la forme polymorphe persistante post-piqûre de tique, on appelle ça le SPPT. C'est ça. Voilà, donc la forme chronique a enfin été donc reconnue avec une autorisation de test d'épreuve par antibiotiques malgré une sérologie négative, mais à partir en fait d'une clinique qui est évocatrice. Un test clinique. Vous m'avez perdu là. Alors voilà, en fait comme c'est compliqué et qu'au niveau des sérologies ça peut être négatif, on est obligé de repartir sur la clinique. Oui, ça peut être négatif alors qu'on a la maladie. Alors qu'on a la maladie, voilà. Et ça, c'est très important de faire passer le message pour les patients, les malades, c'est que même si vous avez une sérologie négative et que vous continuez à avoir des symptômes polyalgiques, une fatigue chronique et des symptômes neurologiques persistants avec une errance médicale, une résistance au traitement, il faut absolument maintenir votre cap et continuer de chercher. D'accord, Clotilde. Alors justement, pour illustrer... Ah mais moi j'aime bien les gens passionnés. Non mais c'est important en fait, je crois que une fois qu'on est concerné en fait, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Aujourd'hui en France, une fois qu'on a quelqu'un dans notre entourage qui est concerné par la maladie de Lyme, on découvre, on comprend et derrière on est obligé de porter la cause, il faut que ça sache absolument. Oui, notre Clotilde est repartie. Je reprends le flambeau parce que nous avons Christelle au téléphone, enfin au visuel même. Bonjour Christelle. Bonjour. On vous entend pas, c'est bon. Alors, vous avez une forme très sévère de la maladie de Lyme qui n'a pas été diagnostiquée justement pendant 23 ans. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Ce qu'on appelle une maladie de Lyme qui atteint le cerveau, en fait. Et qui s'est installée effectivement pendant toutes ces années. J'ai effectivement eu un érythème migrant, comme a été montré tout à l'heure, mais il n'a pas été reconnu par le pharmacien à qui je l'ai montré. Et je n'ai jamais pris d'antibiotiques. Ah oui. Donc ça a été le premier symptôme chez vous? La piqûre de tique, vous voulez dire? Oui, cet érythème, il a été découvert. Est-ce qu'il y a eu d'autres symptômes qui l'accompagnaient ou pas? La fièvre, le frisson. Et une grosse fatigue. C'est ce qu'on appelle une petite grippe estivale qui n'a pas lieu d'être en été en fait. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ce que nous disait Clotilde tout à l'heure, effectivement. Donc ça sont des choses qui doivent alerter bien évidemment. Et du coup, Christelle, comment le diagnostic a enfin été posé au bout de 23 ans? Alors, il n'a pas été posé par l'hôpital neurocardio où j'ai pourtant été amenée par le SAMU avec des incidents cérébrovasculaires. Ils ont fait les tests qui étaient positifs par fonction lombaire, mais la polémique en France fait qu'ils n'ont pas retenu, pour des raisons qu'on ne s'explique pas, le diagnostic. Et donc, j'ai dû attendre encore 2 ans, entre 2014 et 2016, faire beaucoup d'accidents cérébrovasculaires encore, et être finalement diagnostiquée par un médecin généraliste. Un de ces médecins généralistes qui s'occupent de cette maladie, qui ont beaucoup de patients en fait dans leur cabinet et qui ont cherché à mettre en place des traitements. Ah oui, donc des médecins qui sont sensibilisés. Ouais, des médecins qui sont particulièrement sensibilisés. On peut dire que ça vous a gâché la vie pendant ces nombreuses années? Ah ben oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je peux plus travailler en fait. Ouais. Voilà, je commence à aller mieux depuis le début de l'année. Mais je ne travaille plus. J'ai dû arrêter ma carrière et oui. Parce qu'aujourd'hui vous suivez un traitement. Oui, je continue. Je ne suis plus de traitement lourd sur le plan antibiothérapie. J'en ai suivi pendant près de 2 ans et demi, avec des petites interruptions, mais très courtes, parce qu'à chaque fois que j'arrêtais, je retombais dans les symptômes graves et dans des paralysies et dans des problèmes de perte de mémoire, concentration, problèmes cognitifs. Voilà.
Et du coup, vous avez créé une association pour faire bouger les choses. Comment vous y prenez-vous? C'est-à-dire que le jour où j'ai dû m'arrêter de travailler, c'est également le jour où l'Académie de médecine a publié un communiqué en disant que la maladie de Lyme n'existait pas et que les médecins qui la soignaient étaient des charlatans. Et j'avoue que je me suis dit qu'on n'était pas sorti de l'auberge et qu'il allait falloir faire quelque chose. Et donc nous avons monté cette association pour améliorer le dépistage et le traitement de cette maladie en France et également sur la contamination des enfants. Parce que moi j'ai contaminé ma fille. Ah oui. Et du coup, elle s'appelle comment votre association? Elle s'appelle Chronie-Lyme. Chronie-Lyme. Les coordonnées seront sur notre site, Absolument. pour ceux que ça intéresse, et je pense qu'ils sont nombreux. Merci à vous pour votre témoignage. Merci Christelle, et bonne chance pour la suite. Oui. Clotilde, vous vouliez ajouter un mot? De médecins spécialisés, on les appelle les Doc Lyme. Il y a entre autres le docteur Perron, donc qui est infectiologue émérite et très reconnu en France, et puis aussi le docteur Philippe Raymond, le docteur Marie Masse et le docteur Alexis Lacou, qui entre autres publié 2 ouvrages en début d'année que je ne peux que encourager les gens à aller lire pour se documenter et comprendre la maladie de Lyme. Oui, effectivement. Clotilde, juste une question. On a entendu que Christelle a contaminé sa fille. Oui. C'était pendant sa grossesse, je ça. pense. Qu'est-ce qui se passe quand on est enceinte et qu'on contracte? Il y a plus qu'une supposition en fait de transmission materno-fœtale, de transmission sexuelle et potentiellement aussi de transmission par transfusion sanguine, potentiellement. Ça c'est en cours d'étude pour l'instant, mais transmission materno-fœtale, oui. Donc, c'est pas rien hein, quand je suis aussi engagée, c'est que vraiment il faut qu'on se rende compte des choses et par rapport à ça et des différentes polémiques qu'il peut y avoir dans le corps médical, le 3 juillet, il y a un mouvement des malades au niveau de l'Assemblée nationale de 11h à 15h pour justement demander en fait des budgétisations de recherche parce qu'il n'y en a pas et pour sortir de l'impasse des diagnostics, des différentes impasses, on va dire sur cette pathologie, qu'on puisse avancer, il faut des budgets de recherche, c'est important. Très bien, merci beaucoup Clotilde. Effectivement, on en parle beaucoup depuis quelques mois, à peine quelques années, et on se rend compte que plein de gens sont concernés. Donc il est temps de remuer le cocotier. Ouais. On voulait juste rappeler, Clotilde, que vous donnez des formations sur la maladie de Lyme. Oui, en effet. Donc l'Aromatech, on est des herboristeries indépendantes et on est des équipes de pharmaciens et de naturopathes. Je suis moi-même pharmacien et du coup, on donne des formations pour les gens, justement pour les éduquer sur la maladie de Lyme. Et on consulte aussi pour l'accompagnement thérapeutique naturel en relais des antibiothérapies. En tout cas, merci pour l'éclairage que vous avez apporté, éclairage au moment d'experts. Nécessaire. Merci.